Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom avec aujourd'hui le deuxième volet de notre semaine sur la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. Au programme également de cette émission, Alger accueillera le 1er décembre prochain une réunion sur la crise libyenne et le pape François effectue à partir de ce mercredi une tournée en Afrique avec comme dernière étape une visite sous haute sécurité en Centrafrique. Et pour nous accompagner pendant cette émission, nos éditorialistes, Grâce Nkinskiza, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir à tous. Daouda Tal, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir à toutes les téléspectatrices et les téléspectateurs. Jean-François Kandikoumé, bienvenue. Bonsoir Fanny. Tout de suite, l'actualité du jour. Les représentants de 5 pays africains et ceux des organisations internationales se donnent rendez-vous à Alger le 1er décembre 2015. L'objectif est de trouver une issue au conflit libyen. Au programme des négociations, la formation d'un gouvernement d'union nationale et la coordination des efforts dans la lutte contre le terrorisme. Deoura Saspodo. Le 1er décembre 2015, les pays frontaliers de la Libye seront en conclave à Alger pour examiner la situation politique et sécuritaire du pays. Ensemble, les autorités de la Tunisie, du Niger, du Tchad, du Soudan et de l'Égypte tenteront de trouver une nouvelle approche à la résolution des troubles politiques qui ravagent la Libye depuis 2011. Plusieurs pays ont toujours proposé un règlement pacifique de la crise à travers des négociations avec les différents protagonistes. Ces derniers devront à terme former un gouvernement d'union nationale ayant pour mission d'assurer la transition. Si on ne trouve pas une sortie de crise, la Libye risque d'imploser, car il coexiste encore des milices armées contrôlant de grandes parties du territoire libyen. L'Algérie est, comme d'autres pays, directement impactée par cette instabilité, et je pense réellement que la diplomatie algérienne, connue pour être active et connaissant parfaitement les différents acteurs impliqués dans le conflit libyen, peut parvenir à la résolution du conflit par un accord politique. Cette rencontre 7e du genre verra aussi la participation des représentants des organisations et autres institutions internationales, notamment les Nations Unies, l'Union africaine et l'Union européenne. Il sera également question du terrorisme avec au centre des discussions l'idée d'un soutien militaire envisagé par certains pays. Mettre en place un gouvernement de coalition, c'est une nécessité. Tout le monde en convient. Donc il est indispensable aujourd'hui, à mon sens, de résoudre le volet politique, mais en même temps de mettre en place une force qui aura pour but, dans un premier temps, la sécurisation des frontières libyennes. Puis cette force, sous l'égide de l'ONU, devra avoir comme rôle celui de permettre l'émergence d'une véritable armée libyenne. Et ça, c'est une condition sine qua non pour que la Libye retrouve la paix. Lundi 2 novembre 2015, les Nations Unies avaient soumis quelques propositions en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale en Libye. À l'issue des consultations avec les deux administrations rivales qui se disputent le pouvoir, l'organisation propose que le Conseil présidentiel soit composé de 9 membres, dont un Premier ministre, 5 vice-premiers ministres et de 3 autres ministres. Gracia, est-ce que cette proposition de gouvernement d'union nationale a une chance d'aboutir selon vous? Soyons optimistes, oui, il y a une chance d'aboutir, mais tout dépend de ce qui va se faire avant. Il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de négociations, surtout que les deux gouvernements n'ont pas la même vision de la société libyenne. Il y a un gouvernement qui est proche des islamistes et aussi un autre gouvernement, même en principe en Libye. On sait bien ceux qui avaient de la force, c'était plutôt les gens proches des islamistes, parce que Kadhafi, sous Kadhafi, il n'y avait plus de force démocratique, donc on pouvait dire qu'ils peuvent prendre le pouvoir. Et la chance d'aboutir, ça serait, je dirais, plus la pression, parce que les deux gouvernements ont, d'une façon ou d'une autre, on le sait bien au niveau international, des relations avec des pays, certains pays, d'autres. Et ce qui fait qu'avec la pression sur ces pays qui font la pression sur ces deux gouvernements, il peut y avoir une entente, mais encore faut-il voir concrètement, est-ce qu'il n'y a pas un gouvernement qui peut avoir des relations avec les gens, par exemple, de Daesh, ou éventuellement, qu'est-ce qui peut se passer si les deux gouvernements s'entendent, parce qu'on sait bien qu'il y a des tribus du Sud qui ne sont pas réellement, qui n'intégrent pas dans le giron de ces deux gouvernements. Daouda, alors justement, qui peut faire pression aujourd'hui sur ces deux parlements en Libye? Quel pays, par exemple, de la sous-région? Quel pays? Bon, là, on a la médiation algérienne, donc l'Algérie peut effectivement faire pression, mais ce ne sera qu'une pression faible, hein, puisque la Libye est à la base un pays autonome
Et aujourd'hui, les forces en jeu sont tellement diffuses que c'est difficile d'y voir très clair. Maintenant, je pense que, bon, c'est surtout, je dirais plus les Nations Unies d'ailleurs, éventuellement, puisque c'est les Nations Unies qui ont la capacité de mettre en place, par exemple, une force de maintien de la paix ou des choses comme ça, quand il y a des conflits. L'Algérie peut contribuer à la stabilité de la Libye, au dialogue en tout cas. Mais ce que j'ai envie de dire à ce niveau aussi, c'est que il faut y prendre garde à la Libye, parce qu'on sait qu'au Mali, bon, c'est quand même compliqué. Aujourd'hui, l'attentat qu'il y a eu à l'hôtel Radisson Blu de Bamako montre encore une fois que la région est déstabilisée. Ansardine, qui est encore qui est encore un groupe quand même assez présent, son chef Agali était bien parmi les officiers de l'armée de l'ex-armée de Kadhafi. Donc quelque part, la Libye, c'est la base arrière même. C'est là où se réfugie la force Serval quand elle a poussé les rebelles, les terroristes, ils sont allés se réfugier vers là. Et c'est de là-bas qu'ils étaient partis aussi, bien formés par l'ex-armée libyenne. Donc il faut quand même trouver une solution. Mais moi, je maintiens toujours ce que j'ai toujours dit, c'est la solution politique. Alors oui, Jean-François, du règlement du conflit libyen dépend aussi, vous diriez, la lutte contre le terrorisme et l'expansion des groupes djihadistes qui s'y trouvent actuellement. Oui, ça c'est une dimension qui fait que moi je pense que le conflit en Libye peut se régler politiquement, mais pas seulement. Il faut également y engager des forces militaires et des forces militaires suffisantes. J'observe d'ailleurs que cette réunion est une réunion des pays limitrophes de la Libye, c'est-à-dire de ceux qui n'étaient pas ceux qui avaient apporté la catastrophe en Libye, qui ont déstabilisé ce pays, déstructuré ce pays, et j'ose espérer que les pays qui l'ont fait, notamment la France sous le gouvernement de l'ancien président Nicolas Sarkozy, qui dans ses derniers propos ne semble pas se souvenir que c'était grâce à lui que Daesh a pris pied en Libye, et les États-Unis, j'espère qu'ils vont mobiliser. D'autant plus que nous sommes dans une phase où on ne peut pas détacher complètement cela de la réaction qu'il y a vis-à-vis de la question syrienne. Aujourd'hui, quelle est la position politique? La position politique est de désigner un ennemi, et un ennemi d'abord. Et il y a un ennemi secondaire éventuellement qui se trouve être Bachar el-Assad. Et donc l'ennemi, si l'ennemi premier est Daesh est sur le territoire libyen. Et sans doute a-t-il beaucoup plus d'amplitude d'action, de liberté d'action sur le territoire libyen. On sait qu'il y a des aéroports, des ports qui ont été pris encore aujourd'hui, hier encore. Il a beaucoup plus de liberté d'action en Libye. Solution politique, certes. Je me méfie toujours des gouvernements d'union nationale parce que c'est assez hétéroclite, mais il faut y aller. Mais il faut aussi en même temps une solution militaire. Et je pense que en Libye, on peut avoir à la fois les bombardements aériens et des forces terrestres parce que Daesh n'a pas la puissance qu'il a en Syrie. Merci. Dans l'actualité également, les 29 et 30 novembre prochains, le pape François sera en Centrafrique. Une visite placée sous haute sécurité en raison de la situation et des derniers regains de tension. À Bangui, la capitale, le pape compte inviter les Centrafricains à entrer dans une nouvelle phase en sortant de la spirale des vengeances. Lisa Siakizimana. Le pape François très attendu en République centrafricaine. Après sa visite au Kenya et en Ouganda, le pape se rendra en Centrafrique malgré des violences qui ont caractérisé Bangui, la capitale, depuis septembre 2015. Cette visite, placée sous haute sécurité, va mobiliser plus de 5000 soldats de la force internationale, des blindés et une couverture aérienne de la capitale. Nous sensibilisons chaque Centrafricain en disant on n'aura pas un militaire derrière chaque Centrafricain. Par contre, à chaque Centrafricain de se laisser son cœur se désarmer, son esprit se désarmer pour venir dans l'allégresse, dans l'enthousiasme, dans la grande joie pour accueillir le Saint-Père qui arrive et d'être vigilant autour de nous. Celui qui a un esprit malsain ou qui a un autre comportement suspect, de le dire pour qu'on puisse bannir ce genre de comportement à l'occasion de cette fête. Donc la sécurité, nous aussi, nous devons en être les premiers à être les premiers gardiens de nous-mêmes et à aussi de pouvoir collaborer avec les forces de l'ordre qui seront là. Le pape François sera à Bangui du 29 au 30 novembre 2015. Il délivrera aux Centrafricains un message de paix et un appel à la réconciliation entre les communautés
Le pays est en effet déchiré par des conflits entre musulmans et chrétiens. Le pape François envisage de rencontrer la communauté musulmane le 29 novembre 2015 à la mosquée centrale de Koudougou à Bangui. C'est un geste que nous saluons à haut niveau. Il va venir fouler le sol, le lieu où les protestants se retrouvent souvent pour prier. Il va fouler le lieu où se trouve la communauté musulmane. Il va fouler le lieu où se ressemblent les communautés chrétiennes. Il va après nous rassembler tous au stade pour nous livrer un message, pour nous demander, nous avons assez souffert, trop souffert, il est temps de nous accueillir comme des frères et prendre un nouveau départ, un départ dans l'espérance. En attendant son arrivée, les préparatifs se poursuivent. La coordination se charge entre autres de la retransmission des cérémonies en Eurovision, des emplacements des écrans géants au stade Barthélemy Boganda, de la mobilisation de plus de 2000 scouts ainsi que des répétitions de 500 choristes prévues pour l'événement. Cette visite du pape François en Centrafrique clôturera sa mini-tournée africaine qui débute le 25 novembre 2015. Jean-François, est-ce que la Centrafrique est en mesure d'assurer la sécurité autour de cette visite ? Techniquement, la question est difficile. Personne ne peut dire aujourd'hui qu'il y a une garantie 100% de sécurité pour le pape en République centrafricaine et à Bangui. Je pense que c'est un pari. C'est d'abord un pari que le pape lui-même a tenu à honorer, parce que il y a eu des messages d'alerte, de dissuasion venant des forces internationales, de la MINUSCA, de Sangaris, de certains partis politiques, voire de certains responsables politiques qui ne souhaitaient pas que le pape vienne pour des raisons de sécurité. Mais le pape a tenu, et je pense qu'il a tenu bon, en imposant le fait qu'il doit aller sur cette terre. Je dois dire que c'est une décision très courageuse qui, dans le contexte de la République centrafricaine, est un peu le dernier message de paix que l'on peut espérer. Je développerai pas plus, mais sur les conditions de sécurité même, il y a bien sûr les troupes, mais il y a les troupes, nous savons qu'il y a des morts tous les jours, donc il n'est pas impossible qu'il puisse y avoir un attentat contre la vie du pape. Simplement, aujourd'hui, on arrive après une phase de, je dirais, de violence exacerbée, qu'on pouvait interpréter comme une protestation contre la venue du pape. En tout cas, on crée les conditions de violence pour que le pape ne vienne pas. Aujourd'hui, on en est à une sorte de consensus qui est en train de se nouer. Je crois savoir que depuis 2 jours ou 3 jours, la Séléka a fait une déclaration souhaitant la venue du pape, que même les extrémistes du kilomètre 5 dont le repère se trouve être justement cette mosquée-là, manifestement ont promis qu'ils n'attenteraient pas la vie du pape. Il faut espérer que cette visite se déroulera sans violence. Et puis vraiment, aujourd'hui la République centrafricaine en a besoin. C'est comme beaucoup de pays, et j'en terminerai par là. Les Centrafricains sont très croyants, très pieux, quelle que soit leur religion d'ailleurs. Peut-être que ce message-là portera dans le contexte où nous sommes, il faut le souhaiter. Alors justement, Gratien, est-ce que vous pensez que le message religieux peut avoir du poids en Centrafrique ? Oui. Le message religieux, c'est un message de paix, c'est un message aussi, je dirais, c'est comme de la psychologie. Ils ont besoin d'entendre des paroles, souvent qu'ils n'entendent pas des autres gens. Il y a des politiciens, il y a des gens même pour certaines religions, les uns parlent de paix, mais de leur façon. Mais le pape, c'est qu'il a la capacité de transcender. Déjà, il ira dans un mosquée, il va montrer aussi aux musulmans, il est là pour tout le monde, c'est la paix pour tout le monde. Je pense que ce message sera entendu. Encore faut-il que ce message ne soit pas utilisé par des ultras, surtout des musulmans, en disant on connaît bien la théorie des terroristes, que ce soit de Daesh ou de El-Shabaab, qui peuvent dire c'est un mécréant, donc il faut notre sol. Donc même s'il y a ce message, comme il a dit, pour moi, le message, oui, on l'aura, mais aussi il y a vraiment le problème de sécurité qu'il faudra régler. Merci de nous marquer une courte pause d'un instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.